Alors c'est à la fois un 11 septembre français, mais c'est aussi, ça nous rappelle aussi l'opération de Carpentras. La profanation de Carpentras bouleverse la France. Pour la classe politique, à droite comme à gauche, la cible est tout de suite désignée, les idées du Front National, le parti qui monte. Je voudrais que on pense à ce que tous les discours de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'exclusion, tout ce à quoi ça peut conduire. Hein, il faut se rappeler, dont on sait aujourd'hui que c'était un montage des services pour nuire au Front National. On en a fait une affaire d'État. Carpentras, c'est un cimetière, je trouve. On a découvert que c'était des skinheads, qui n'avaient rien à voir avec le Front National. C'est Mitterrand lui-même qui a imposé la grande manifestation publique, qui a imposé l'itinéraire classique de gauche, c'est-à-dire République, Bastille, Nation, pour bien mettre ce combat dans les combats de la gauche, et qui a ainsi manipulé tout le monde. Tout ça pour empêcher, évidemment, une alliance entre la droite, Chirac pour parler vite, et le Front National, évidemment. On le sait aujourd'hui, hein, c'est officiel. Et ça me rappelle aussi le déploiement de sursauts démocratiques, en réalité totalement antidémocratiques, de l'entre-deux tours, quand Le Pen s'était retrouvé. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Du jamais vu pour un 1er mai, en tout cas depuis plusieurs dizaines d'années. Énorme succès de la mobilisation contre le Front National. 1 300 000 personnes dans les rues en France. On assiste là au même genre d'opération, et ce qui montre totalement, je dirais, l'alignement en fait de l'appareil d'État, des médias, qui devraient être normalement un contre-pouvoir ou un quatrième pouvoir et qui ne l'est pas du tout, et comment dirais-je, de la manipulation de la gentillesse française. Je suis Charlie, ça veut dire quoi pour vous venir défiler avec cette expression-là, je suis Charlie? La liberté, l'égalité, la fraternité. Vous ressentez de la chaleur, de la tolérance? Je sens beaucoup de tolérance, beaucoup d'échanges, vraiment dans la gentillesse, pas de bousculade, tout le monde est là et tout le monde a envie de dire c'est nous qui gagnerons, c'est la liberté de tous. Le droit de l'homisme, qui est finalement la religion de l'État laïque, au service par la manipulation de la soumission à quelque chose de très totalitaire. Et je rappelle d'ailleurs que le slogan qu'on entend aujourd'hui, qui est sorti là, je suis Charlie, qui est sorti en 24 heures avec des calicots, enfin il y a une immédiateté et une mondialisation tellement spectaculaire qu'on ne peut pas imaginer que c'est que du spontané. Je veux dire, il y a quand même un encadrement de tout ça par des réseaux politico-médiatiques qu'on connaît, c'est-à-dire qui sont aussi bien d'ailleurs de droite que de gauche, hein. Les réseaux néoconservateurs d'un côté et mondialo-trotskistes de l'autre, qui sont la main dans la main depuis des années, pour que tout ça se mette en place aussi vite et aussi intensément au niveau mondial. Et je rappelle aujourd'hui que le slogan qui est le slogan de la manif, c'est je suis Charlie, je suis flic, je suis juif. Ce qui veut dire en gros que c'est le triumvirat de l'État policier, des médias soumis totalement à la propagande et du sionisme. Hein. Et en fait, c'est vraiment ça aujourd'hui. On se rapproche d'une dictature, d'une très grande modernité, d'une très grande subtilité, effectivement, qui est cette triplette. C'est-à-dire État policier. Je rappelle, Madame Pécresse a exigé aujourd'hui sur Twitter un Patriot Act à la française, qui est donc effectivement un état d'exception au nom du danger terroriste qu'on ne définit jamais, hein, qui est une abstraction. Hein, c'est comme la liberté, l'égalité. Lutter contre la peur, c'est lutter contre le terrorisme. Voilà, c'est le terrorisme en soi. C'est-à-dire que voilà, c'est une fois de plus, c'est une lecture anti-historique, anti-politique et anti-rationnelle du sujet. C'est toujours effectivement le recours à l'émotionnel pour empêcher de penser et d'analyser. D'une manière générale, oui, c'est contre le terrorisme, contre la terreur et la violence. C'est le droit, c'est la démocratie. Alors, puisque nous sommes en direct, on me fait savoir que François Hollande et Benjamin Netanyahou sont arrivés à la synagogue de la Victoire.
accueilli au cri d'Israël vivra, Israël vaincra. C'est intéressant. Oui, et ben là, le volet qu'il faut aborder de façon très, je dirais, avec des patins, hein, c'est qu'après le volet des deux frères qui attaquaient le symbole de la France, qui est la liberté d'expression. La République, c'est la liberté d'expression, c'est la démocratie, c'est ça qui était visé. On a le volet, je dirais, israélo-sioniste, avec l'attaque, effectivement, par Koulibaly de l'épicerie cachère. Car aujourd'hui, dans ce magasin cachère, c'est bien un acte antisémite effroyable qui a été commis. On a vraiment, je dirais, une perfection dans le scénario où nous avons deux Français, soi-disant, mais qui sont en fait des Franco-Algériens islamistes radicaux. Donc là, on a toute la colère du Français contre la délinquance de banlieue. Et là, on a tout le volet qui légitime les annonces du Front National depuis des années. On a Koulibaly, noir, comme Dieudonné, n'est-ce pas? Mais quand même musulman radical, avec d'ailleurs sa compagne qui est aussi la jeune femme. Il ne manque que le Gaulois aux yeux bleus converti. Hein, dans le scénario, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Et là, on a effectivement la jonction de la France éternelle est attaquée, la France voltairienne, on reviendra sur ce qu'était Voltaire tout à l'heure avec le bouquin de Marion Sigaud, la France voltairienne est attaquée. Voltaire was embodied by Charlie Hebdo. So it was at the same time a tiny magazine and the heart of France. Those guys this morning did try to kill the heart and the spirit of France. Et évidemment, en même temps est attaqué, ce qui lui est pratiquement consubstantiel, c'est l'épicerie cachère. Les Juifs de France sont redevenus des cibles. Il y a des hommes, puisqu'on sait en plus que ces deux attentats contre Charlie Hebdo et contre l'épicerie ont été coordonnés, c'est ce qu'ont dit les assassins avant de mourir. Il y a un programme aujourd'hui, je ne sais où, qui implique que l'on tue des juifs parce que juifs. Voilà, ça c'est la réalité. On voit vraiment là que le but, effectivement, est la jonction totale entre la France attaquée et l'État d'Israël. L'islam extrémiste ne hait pas l'Occident à cause d'Israël. Il hait Israël parce qu'Israël est une partie intégrante de l'Occident et des valeurs de liberté. N'est-ce pas? C'est exactement tout ce que j'annonce depuis des années. Et je rappelle que Netanyahou, c'est Gaza. C'est Gaza, c'est l'extrême droite israélienne. C'est un Israël aujourd'hui qui est un État théocratique et militaire, racial et d'un extrémisme guerrier incroyable, et que ce qui s'est passé hier et avant-hier, trois voyous qui tuent 17 personnes, n'est quand même rien si on analyse sur les mêmes valeurs, avec ce que fait l'État d'Israël sur les populations civiles palestiniennes, et notamment cet été même, n'est-ce pas? صرخات الأطفال وأناتهم تثير في النفس مشاعر الغضب تجاه كل من يتحدث عن الإنسانية وباسمها. Naima is just 2.5 years old. She was caught in a missile attack from an F-16. She has a broken nose and a fractured skull. Pareil, on se sert de l'affaire Charlie, qui est probablement une opération de l'État secret, une opération conjointe Mossad, service secret français, avec sans doute la validation de la puissance impériale américaine, pour non pas lutter contre le djihad, puisque tout le djihad, comme l'expliquait très bien Choprade. Le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement. Ce sont des gens qui ne sont pas commandés par leurs propres idées, en fait, qui sont pilotés à distance par des gens qui se marrent bien, d'ailleurs, je pense, parce qu'ils doivent se dire quelle bande de crétins qu'on arrive à amener à se faire exploser avec des ceintures. Tout ce djihad est sous contrôle impérial en réalité. Hein. Il n'y a pas d'Al-Qaïda et d'État islamique sans le laisser faire, le laisser passer au minimum d'Israël et des États-Unis. Bottom line is no Muslim in their right mind would justify going in and literally executing men, women and children simply because they don't convert to your religion. These people are not Islamic. They are creations of the monster which is the empire of the United States and all its cohorts in Israel and England in particular. And this monster is purposely created to justify the continuing insanity of the never-ending war policy which is really the core of America.
Donc en fait, l'affaire Charlie prétend au nom de la lutte contre les dangers que représenterait Internet, met en place une sorte de Patriot Act au rabais, à la française. Un texte qui prévoit d'élargir considérablement les moyens des services de renseignement, allant de la pose de caméras dans les domiciles et de balises sur les véhicules suspects, à l'interception de conversations, de SMS, d'emails. Grâce à des logiciels espions, les policiers pourront même voir en temps réel ce que le terroriste présumé tape sur son clavier. Patriot Act du pauvre, qui permet en fait de censurer des gens comme moi et Dieudonné, qui sommes encore les résistants sur Internet. Mais quels sont les risques, Marc Trévidic, selon vous? Parce que la plupart de ceux qui nous écoutent se disent « je ne suis pas terroriste, en revanche j'ai peur d'eux et c'est très bien qu'on donne des moyens à ceux qui nous protègent de pouvoir le faire », vous le comprenez? Oui, tout à fait. Donc, simplement, l'État peut être tenté de surveiller à un moment donné ses opposants, des mouvements sociaux, des mouvements de contestation, faire du renseignement politique. Il y a le renseignement criminel, et il y a le renseignement politique. Une loi sur le renseignement doit protéger les citoyens contre les autres citoyens, donc contre le terrorisme, la criminalité organisée, mais aussi protéger contre l'État. Et là, sur ce verset protection des citoyens contre l'État, on n'y est pas du tout. Il y a une absence de contrôle total dans cette loi. On aura peut-être la divine surprise de voir qu'elle sera retoquée par le Conseil d'État. Mais en tout cas, elle a été votée par tous les députés de gauche et de droite, les mêmes qui ont, après le référendum du non, ont fait passer... Ça y est, c'est fait. À Versailles aujourd'hui, les parlementaires ont révisé la Constitution et donc ouvert la voie au traité de Lisbonne. C'est Lisbonne, voilà. Lisbonne, merci. Voilà, on voit une fois de plus que les représentants de la démocratie officielle, qui sont les élus, trahissent systématiquement le peuple et la France, puisqu'ils auraient dû s'opposer à ce texte qu'ils l'ont validé. Il y a quelques figures pour dire que c'est gravissime et que c'est la fin de la démocratie française, mais sans jamais aller jusqu'au bout, de dire qui veut ce texte, hein. Et on voit bien que qui a la volonté derrière? Le CRIF. En un mot, parlons de ce dîner annuel du CRIF. Qu'attendez-vous du discours de François Hollande ce soir? Il faut qu'un certain nombre de réformes soient entreprises et que Internet cesse de propager la haine antisémite comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que des réformes peuvent être mises en œuvre. Un projet de loi sur le renseignement sera présenté le 19 mars en Conseil des ministres. C'est en vous protégeant que nous nous protégeons. Effectivement, pour protéger, comment dirais-je, la dictature, et empêcher les gens qui résistent verbalement, je le dis bien, et par l'argumentation à cette dictature, de pouvoir s'exprimer sur Internet. Donc personne ne fait le boulot jusqu'au bout, sauf, on va dire, moi et Dieudonné, en gros. Et effectivement, c'est pour ça que moi et Dieudonné sommes châtiés par des persécutions et des procès, des condamnations à répétition de plus en plus délirantes et iniques. Voilà. Dégage. Alors ça, c'est le gros sujet, très inquiétant. Il y a eu l'affaire Charlie, où on a vu un plan média planétaire se mettre en place du jour au lendemain pour justifier une politique de basse police. C'est effrayant, hein, quand les choses fonctionnent aussi massivement. On a là l'idée du complot, de quelque chose qui a été préparé, organisé, qui ne peut pas être spontané. Il faut quand même comprendre, quand on a une certaine culture, que des choses aussi qui explosent de façon aussi massive et instantanée sont toutes spontanées. Un petit corps échoué sur cette plage de Turquie. C'est celui d'Aylan Kurdi. Il avait 3 ans et était kurde de Syrie. Les gardes-côtes désemparés le transportent. Il peut arriver qu'une image, lorsqu'elle fait ainsi le tour du monde, ait cette vertu d'éveiller les consciences. Des petits-enfants qui sont morts sur des plages, il y en a plein. Il y a notamment ceux de Gaza qui étaient en plus déchiquetés. Ça n'a pas conduit la communauté internationale à dire qu'il fallait immédiatement créer un État palestinien souverain et indépendant. Vous voyez ce que je veux dire ? D'abord, on est sans voix face à cette image, face à ce petit corps, face à ce petit garçon échoué. On a des petites filles chrétiennes décapitées en Syrie, en Irak et ailleurs par des types de Daesh toute la journée. Ça n'a pas empêché Fabius de continuer à les soutenir. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Plus Sarkozy, plus en fait tous les partis politiques, excepté le Front National. Hein. Donc l'instrumentalisation de ce bébé mort
est typiquement une escroquerie politico-médiatique qui renvoie à la stratégie des French Doctors, c'est-à-dire quelque chose que nous avons inventé dans les années 70 avec l'ignoble... Des enfants français, c'est-à-dire ils savent que tout le circuit est passé par l'éducation nationale, par la poste, par tous ceux qui nous ont aidés, et que chaque fois c'était un enfant parmi les 13 millions de Français. L'ignoble Kouchner en premier lieu, c'est-à-dire de jouer sur l'émotionnel pour appuyer la géopolitique impériale américano-sioniste. C'est le couronnement du grand élan de solidarité de nos écoliers vers les enfants de Somalie. Cette déferlante migratoire est très très terrifiante et inquiétante. Je pense que si on veut prendre de la hauteur de vue, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une réponse du capital en crise à la crise du capital. C'est-à-dire que quand le capital atteint une crise majeure, il peut y avoir une réaction saine, qui est celle des 30 Glorieuses, qui est de rebasculer un peu vers le social et faire en sorte que le social reprenne le contrôle du capital au service du social. C'est les 30 Glorieuses, c'est le CNR. En octobre 1944, les communistes rendent leurs armes et entrent au gouvernement de Gaulle comme tous les autres partis politiques membres du CNR. Ils seront les plus ardents dans l'application du programme, notamment avec la création d'EDF par Marcel Paul ou l'instauration de la sécurité sociale par Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. C'est ce qui s'est passé après-guerre parce qu'il y avait eu un bain de sang de 50 millions de morts. Après 50 millions de morts, on peut redevenir un peu sérieux et raisonnable. Là, on est exactement dans la stratégie inverse. La crise financière chinoise, qui va avoir des conséquences dramatiques en réalité sur la crise avancée financière américaine, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, pousse en réalité l'oligarchie mondiale à produire une crise sociale de même ampleur que la crise économico-financière, afin de rendre tout ça ingérable et de ne pas perdre le pouvoir. Et donc je dirais que cette stratégie de faire affluer massivement sur l'Europe des migrants de zones de guerre qui n'avaient pas de raison de bouger aujourd'hui alors qu'ils auraient pu bouger il y a 10 ans en Irak, 3 ans en Syrie et 2 ans en Libye, c'est une volonté américaine et israélienne de faire déferler sur l'Europe des populations que j'appellerais des nomades parasites. From Syria. Syria. How is your life? Bad. Die Lebensmittel der ausgehungerten Leute. Und hier haben wir von denen, die verdursten, die vollen Wasserflaschen. Ja, Dokumente, die vermisst man ja leider auch. We had strong national identity. Those who you see out in the streets of Belgrade on their way to Germany or Holland, they are not the real Syrian. Don't misunderstand me. I love my people. But my people, those who are fighting for Syria, for our homelands, they are not refugees. They are economically motivated immigrants. Afin d'empêcher tout sursaut national, quel qu'il soit, et toute cohérence populaire de défense contre la loi ultra-violente du capital en phase de chaos. Hein. Parce que il suffit de regarder Calais, quand le français paupérisé sera mis face aux réfugiés syriens, qui sont principalement des mâles jeunes de 20 ans. Hein. Très peu de femmes, très peu d'enfants. On horizontalisera les tensions, et on empêchera donc un peuple, quel qu'il soit, de s'unir pour lutter contre le capital. Et là, on est bien dans le titre de mon livre, Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. C'est une stratégie de migration accélérée avec la collaboration de toutes les élites politiques européennes et de tous les médiatiques et des artistiques, qui sont toujours des collabos de tous les pouvoirs. En pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays. Cette stratégie de migration accélérée est à mon avis une stratégie d'empêchement par la destruction de tout sursaut patriote et national contre le nouvel ordre mondial en phase de crise capitaliste et financière avancée. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et si on le prend à l'échelle française, ce n'est jamais que l'étape supérieure de la stratégie du regroupement familial. Le regroupement familial a été voulu
par les loges, le capital et, on va dire, la communauté juive organisée de niveau mondial. On a vu au mois de juillet, au mois d'août, ces salles remplies de malheureux travailleurs étrangers qui attendaient avec impatience de pouvoir prendre un avion. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse. A été une stratégie de métissage forcé du peuple de France afin qu'il ne puisse plus jamais se soulever comme il s'est soulevé. Vous voyez, c'était pour qu'il n'y ait plus jamais la possibilité d'un peuple qui peut se soulever sur des idées barétiennes, vous voyez. Mais là, on atteint une phase bien plus grave, avec toujours les mêmes d'ailleurs qui poussent à la soumission. Il y a des communautés syriennes, afghanes, érythréennes, kurdes en Europe. Eh bien, organisons avec eux, donnons-leur les moyens, avec une incitation financière, à organiser l'accueil. Mes grands-parents sont venus d'Allemagne au moment où Hitler était au pouvoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui pour les réfugiés, ça a une résonance très forte pour les Juifs de France. Les livres d'histoire sont en train de s'écrire. On écrira un jour, mais très vite, dans quelques années, l'histoire de l'Europe avec un chapitre qui dira que nous avons laissé la Méditerranée devenir un cimetière marin, devenir un charnier. Il y a par conséquent peut-être une inquiétude française sur la question du rapport à l'autre, à l'étranger, à l'immigré, où on essaye de ne pas regarder en face ce qui a réellement fabriqué l'histoire de France. C'est pas seulement la vie ou la mort d'êtres humains étrangers, c'est aussi qui nous sommes qui se joue aujourd'hui. Qui nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? אנחנו גזענים כדי לרצות לשמור על החיים שלנו ועל השפיות שלנו. אז אני גאה בלהיות גזענית. אני גאה בלהיות גזענית. אם אני גזענית בשביל לשמור על החיים שלי, אז אני גאה. ישראל איננה אדישה לטרגדיה האנושית של הפליטים מסוריה וגם מאפריקה. אבל עם זאת, ישראל היא מדינה קטנה מאוד. אין לה עומק דמוגרפי ואין לה עומק גיאוגרפי. ולכן אנחנו חייבים לשלוט על גבולותינו. גם נגד מסתנני עבודה בלתי חוקיים וגם נגד מחוללי טרור. Enfin, on voit qu'ils montent tous au créneau pour dire que les Français, en période de chômage et de crise aggravée, doivent en plus accepter, au nom des droits de l'homme, toute la misère du monde que ces mêmes gens qui nous demandent, nous, peuple de France, de les accueillir, misère du monde qu'ils ont créée totalement par la destruction de l'Irak, à laquelle ils ont participé. Écoutez, d'abord, je ne suis pas un inconditionnel des Américains. Ouais. Je suis un inconditionnel de la chute de Saddam Hussein. C'est pire parce que Hitler a déjà existé. Alors que Saddam Hussein, c'est 50 ans après Hitler de tolérer et qu'on supporte ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Mais ce que la France propose, ce n'est rien d'autre que le maintien au pouvoir de Saddam Hussein, c'est-à-dire la mort lente des Irakiens. Bernard Kouchner se distingue en se prononçant en faveur de l'intervention américaine en Irak en 2003. Remplacer un régime dictatorial et assassin par une démocratie, ça ne peut que faire du bien par où ça passe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Irak, puis Libye, puis Syrie. Aujourd'hui, il faut bloquer les colonnes infernales qui sont en train de marcher sur Benghazi et qui vont créer un bain de sang. Kadhafi ne doit pas gagner, car si Kadhafi gagne, c'est la fin de tout espoir de démocratie dans beaucoup de régions. Pourquoi pas la Syrie? Pourquoi ce que vous faites pour la Libye, pourquoi ce qui est fait pour la Libye n'est-il pas fait pour la Syrie? Il faut livrer des armes aux rebelles syriens, même si Al-Qaïda est présent, et Al-Qaïda représentant ce qu'on croit être les meilleurs combattants, en tout cas les plus déterminés, c'est évidemment très difficile, je le sais.
Ce sont les mêmes qui organisent ce chaos, qui nous disent aujourd'hui qu'on doit assumer les conséquences de ce chaos, non pas Bernard-Henri Lévy, qui compte pas accueillir des miséreux dans son riad, mais le petit peuple de France, parce qu'il est évident que ces contingents de mâles de 20 ans, syriens ou autre chose, ou parfois d'ailleurs avec des agents de Daesh infiltrés, on va les loger dans des zones françaises un peu désertifiées, c'est-à-dire il suffit de se balader en France pour voir les endroits où il n'y a plus un bar tabac, plus un commerce, des HLM un peu abandonnés ou des locaux publics un peu abandonnés. On va les stocker là, et qu'est-ce que ça va donner? Il suffit de regarder Calais. They're in danger every day, every minute. They're coming inside with the police. They want to kill each other. We don't know what to do. You have to do something. Someone has to protect us. They are in our houses. And please, show some respect in the country you guys live. Respect us. We live here 1,000 years and we plan to live here. And don't make us become extremes. Get out, please. It's a private property. You guys are violating your private property. Respect Greece. This is Greece. Ça va donner de la guerre civile généralisée bien horizontale. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un projet de chaos et une gestion collabo du chaos programmé par toutes nos élites instituées. C'est le devoir de la France. La France où le droit d'asile fait partie intégrante de son âme. Il s'agit de recevoir dans de bonnes conditions ceux qui demandent l'asile. Et l'asile est un droit. Et aujourd'hui, la France n'est pas submergée. Il y a l'urgence. Il y a des gens qui sont abandonnés sur les routes, qui sont sans aucun recours. Leurs droits doivent être respectés. Il y en a qui relèvent de l'asile et qui demandent l'asile. Les procédures donc doivent être mises en œuvre. Elles le sont. La grandeur de la France, c'est d'avoir accueilli de grands artistes qui ont façonné sa culture. La grandeur de la France, c'est d'avoir toujours accueilli des migrants anonymes, des réfugiés inconnus, des enfants adoptés, et d'en avoir fait des ministres, et parfois même des présidents de la République. On doit accueillir tous ceux que nous pouvons accueillir. Nous avons à prendre une partie de la misère du monde. Quant aux Français, ils sont plus intelligents que ne le croient leurs élites. Ils ont parfaitement compris que accueillir des réfugiés, aujourd'hui, ils en sont tous d'accord. Et je dis qu'il faut le faire parce que nous n'avons pas le choix. Une chose est sûre, les migrants ne peuvent pas dormir dehors. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas digne. L'accueil des réfugiés, c'est ce que nous avons signé à Genève dans la Convention et qui nous oblige, non seulement c'est un devoir moral, mais c'est une obligation légale. C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation internationale à laquelle nous avons souscrit. Et disons-le, c'est l'honneur de la République. Mais si on est de gauche, si on est socialiste, même si les Français ne sont pas d'accord, c'est une cause humanitaire qu'il faut porter. Il faut le faire, il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil et j'y travaille. Au cas par cas, il y a des gens qui sont peut-être dans ces migrants qui viennent d'arriver, les futurs Montaigne. Et que là, on a vraiment, on se rapproche du camp des saints. On a vraiment un pays qui est la France, qui n'est plus en voie d'affaiblissement, dont la réponse pourrait être ma stratégie réconciliation nationale. Là, on est dans une phase de submersion et de chaos ingérable et qui va produire, à mon avis, des milices, de la violence pure, des viols, des prédations, etc. Et je pense que c'est ce chaos-là que veut le capitalisme du chaos pour pouvoir se maintenir. Voilà, c'est la stratégie du chaos généralisé. Et c'est la France est en danger de mort, là, c'est clair et net. Et ça, ça correspond à tout ce que j'annonce depuis des années. Et je suis assez terrifié d'avoir raison à ce point-là. Ça va même au-delà de ce que je pensais dans la violence du projet. C'est un projet ignoble et qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. J'aime regarder des filles. Oui, alors ça, c'est que j'avais parlé tout à l'heure de la manipulation du jeune, du jeune comme catégorie à mettre en avant par le capitalisme décadent avancé. Alors j'avais dit, il y a le jeune, il y a la femme, il y a l'immigré, toujours contre le patriarche, le père et le patriarche de souche. Alors évidemment, aujourd'hui, on nous remet toujours, à un moment donné, sur l'établi, le féminisme. Mathilde Beaune prend le métro tous les jours. Jamais tranquille, elle essuie régulièrement des insultes, des regards, des gestes déplacés.
C'est vraiment une pression qui est constante et surtout on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver. D'un coup on est tranquille, on est sur son livre, sur son téléphone en train d'écouter sa musique et il y a quelqu'un qui va tirer sur votre fil genre parle-moi, occupe-toi de moi, je voudrais te dire un truc, je suis pas disponible. Pourquoi ? Un seul chiffre résume tristement les choses. 100% des femmes se sont fait agresser au moins une fois dans les transports en commun. Il faut lutter pour défendre, il y a une cause très importante en France en ce moment, on le sait, qui est la condition des femmes, notamment par rapport au harcèlement sexuel. Alors on aime la lecture ? Vous êtes fin psychologue ? Et attendez, vous savez pas, une jolie fille comme vous, un bel après-midi comme ça, non, moi je peux pas. Même de face, j'ai vu. Non, j'ai pas vu, j'ai su que vous aviez, vous savez quoi ? Un superbe cul. Et attention, c'est un compliment, hein. Alors qu'évidemment, on est dans une période d'apathie, de plus en plus de difficultés de relations des sexes, période de montée de l'homosexualité masculine exponentielle, mais on nous dit en gros que le vrai problème, un des problèmes majeurs de la France aujourd'hui, d'ailleurs depuis vendredi, je pense qu'on en parle un peu moins, mais ça serait le harcèlement des femmes dans les transports en commun. Le gouvernement lance aujourd'hui une campagne nationale pour lutter contre le harcèlement sexiste dans les transports, une violence finalement devenue ordinaire. Rappelons que les agresseurs encourent 6 mois de prison et 22 500 € d'amende pour injures ou menaces, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour baiser forcé, main aux fesses ou frottement. Alors il y a deux choses, c'est que je pense pas que ce soit une cause nationale qui mérite autant d'investissements médiatiques et publicitaires, et deuxièmement, si vous regardez le spot qui a été fait, le harceleur de la jeune femme en transport en commun semble bien être l'arabo-musulman. Mademoiselle, vous êtes charmante. Alors, on fait connaissance ? C'est quoi ton numéro ? Et ta petite jupe, là, c'est pour moi ? T'es bonne, tu sais, tu m'excites. Mais réponds, sale chienne. Stop, ça suffit. Une fois de plus, montrer du doigt. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réalité, hein, puisque le sous-prolétaire immigré, qui est comme le migrant syrien qui arrive du côté de Calais, il a besoin de se vider les couilles, et c'est pas facile pour lui. Balls, it's very big. Like this. It's big. Really. He said make sex with anyone. Or make anything. Donc il a peut-être tendance, quand il voit une jolie jeune fille droit de l'homiste dans un autobus, à lui dire t'es bonne mademoiselle ou bonjour mademoiselle, et comme la fille le regarde avec mépris, lui dit m'emmerde pas toi, il finit par lui dire salope ou raciste, tu vois. Enfin, mais aujourd'hui, ce genre de sketch des inconnus ou de plaisanterie qui aurait pu être une plaisanterie de Jean-Marie Le Pen est comme une campagne publicitaire de l'État socialiste tout-puissant. Je veux leur dire qu'elles ont le droit de dire non. Elles peuvent signifier leur refus fermement. Je veux leur dire, vous n'êtes pas seuls face à ces violences. Et puis d'abord, le meilleur moyen de remédier à ce combat, c'est quoi ? C'est la virilité masculine bien comprise. C'est-à-dire que quand un jeune vient emmerder, un homme vient emmerder une femme dans les transports en commun, le mieux c'est que les autres réagissent pour se porter au secours de cette femme. Laissez-moi. Disons, laisse ton main plus tranquille, puisqu'elle te demande que tu la laisses. Que nous sommes 3 et t'es tout seul. Tu vas la laisser, oui ? Ouais, un simple soldat qui donne des ordres. Allez, tu vas te tirer. Les personnes qui peuvent se porter à son secours, qui peuvent être des hommes bien élevés et courageux, aussi bien issus de la communauté de souche d'ailleurs que des bons musulmans, parce qu'un bon musulman, normalement, qui respecte sa religion, s'il voit une femme agressée et harcelée par un sale type, se porte au secours de la femme. Vous voyez, donc il n'y a même pas à racialiser la question. Il est 20h30, vendredi dernier, au centre de Marseille. 2 individus armés de couteaux agressent une jeune femme. L'Amjed n'hésite pas une seconde. Il s'interpose. Il est le seul à intervenir. Son courage va lui coûter cher. Il est poignardé à 3 reprises par les agresseurs qui s'acharnent sur lui. Franchement, je suis pas un vrai héros. Parce que c'est mon devoir de faire. Je suis comme ça, je peux pas changer, c'est mon éducation. Faire des spots publicitaires tels qu'on le fait là ne peut amener à quoi qu'à une fois de plus montrer un peu plus du doigt le prolétaire et le sous-prolétaire d'origine immigrée, qui lui effectivement prend les transports en commun, est dans une situation, de frustration sexuelle assez explicable, et peut-être effectivement tenter d'adresser la parole à une jeune femme dans les transports en commun. Ce que j'ai fait d'ailleurs moi toute ma jeunesse. Voilà. Et à l'époque, ça se passait plutôt bien. Ça ne sait pas dire non, c'est ça que j'aime bien chez les petits boudins.
Ça pose pas de questions, ça mange pas de pain, les petits boudins. Je pense, comme dit Bernard-Henri Lévy, que Daesh, c'est bon pour Israël. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Et d'ailleurs, ce n'est bon que pour Israël. Ce n'est pas bon pour les pays arabes à feu et à sang. Ce n'est pas bon pour les minorités, la minorité musulmane issue du Maghreb de France. Ce n'est bon que pour Israël. Et je vais donc vous dire pourquoi. En fait, le pouvoir de gauche, et notamment qui avait la main mise sur les banlieues via SOS Racisme, Julien Drey, les étudiants juifs de France, on sait d'où ça vient, ont un gros problème avec la jeunesse de banlieue depuis la deuxième intifada. Parce que se sentant solidaires des Palestiniens, il leur échappait un peu. Depuis septembre 2000 et la deuxième intifada, les violences, les menaces et les injures contre les juifs ont très fortement progressé, particulièrement dans les banlieues où de jeunes maghrébins s'identifient à la cause palestinienne. Et toute la question était, depuis quelque temps, et notamment depuis l'émergence de Dieudonné et de moi, qui plaisons beaucoup aux jeunes des banlieues, comment ramener la jeunesse des banlieues dans la soumission de l'époque des SOS Racisme. Et pour ça, la stratégie, à mon avis, c'est Daesh, c'est de les faire tomber dans le piège de l'islamo-racaille, de l'islam radical, qui est, comme je l'ai toujours démontré depuis mon livre de 2011, Comprendre l'Empire, en fait de l'islamo-sionisme. À l'opposé d'un islam de résistance, République islamique d'Iran, Hezbollah, Hamas. En islam de collaboration et de provocation, Arabie Saoudite, Al-Qaïda, Ben Laden. Un islam présenté comme radicalement anti-occidental, mais jouant pleinement le jeu du conflit de civilisation, dans un partenariat pervers avec l'Amérique. La monarchie saoudienne, qui le promeut et le finance un peu partout dans le monde, étant en réalité totalement dépendante et complice des États-Unis, par le pacte de Quincy, garantissant au régime wahhabite la protection militaire américaine en échange du monopole sur ses concessions pétrolières. Un partenariat militaire et économique encore renforcé depuis 1973 par la mise en place du pétrodollar. Une relation trouble entre islam radical et empire, à l'origine de la création d'Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden, et d'une façon générale de cet extrémisme islamique, dont le rôle objectif est de pousser à la confrontation les populations musulmanes et chrétiennes d'Europe, que ce soit par la sécession du Kosovo voulue par l'OTAN ou le prosélytisme du voile intégral sur le sol français, et ce pour le plus grand profit de l'Empire américain. Alain Soral, Comprendre l'Empire. C'est-à-dire que le rôle objectif de Daesh, c'est d'éloigner la jeunesse des banlieues de la cause palestinienne, et de les rendre détestables aux Français, et de rendre l'islam suspect aux Français, et la communauté musulmane, comment dirais-je, de la fragiliser, et donc de pouvoir la faire chanter plus facilement. Il existe une frange non négligeable dans les banlieues, peut-être pas de types qui sont prêts à passer à l'acte et à y perdre la vie, mais de sympathisants. Ça se recoupe d'ailleurs avec les sondages qui sont faits sur la montée de l'antisémitisme dans les banlieues. Le deuxième gain de Daesh et de l'islam radical terroriste, c'est aussi de ramener les Français, quels qu'ils soient, dans le camp du pro-sionisme, malgré Gaza, plomb durci, et la souffrance que subissent les Palestiniens, et le virage de plus en plus extrême droitier d'Israël. Avec simplement ce message, vous voyez Français, vous avez les mêmes problèmes que nous Israéliens avec le terrorisme islamique. Israël se tient aux côtés de la France dans la lutte contre le terrorisme islamiste radical. Nous sommes en fraternité, et c'est tous les messages politiques aujourd'hui de nos dirigeants, c'est de faire passer ce message-là. Israël, France, même combat contre le terrorisme islamique qui ensanglante la France aujourd'hui comme il ensanglante Israël depuis des décennies. On ne le dit pas assez souvent. Israël est victime du terrorisme, a été victime du terrorisme. C'est cette démocratie qui est en guerre. Je veux rappeler que dans la région... Très peu dans les médias français d'ailleurs. Oui, ce terrorisme est une réalité. D'ailleurs, souvent les Israéliens ont le sentiment que... Ailleurs, on ne reconnaît pas le fait qu'ils sont victimes du terrorisme. Beaucoup d'Israéliens l'ont dit, on ne l'a pas entendu. Ouais. Ce qu'ils vivent, eux, nous disent-ils, vous allez le vivre
Vous allez comprendre, vous allez le vivre. Et nous, on les écoute pas. On n'entend pas leurs leçons et on a bien tort. Il faut écouter les Israéliens. Oui, moi je pense. Ce qui permet de faire oublier qu'Israël est un État terroriste historiquement. Jerusalem, the birthplace of modern terrorism. After a bomb explosion caused by terrorists on the British headquarters at Jerusalem, one entire corner of the King David Hotel, a building of 7 stories, was razed to the ground. The stone floors were cut clean. In scenes eerily reminiscent of New York 55 years later, the Jerusalem bomb was the beginning of terrorism as a media event, designed to capture the world's attention. The latest casualty list included 65 killed, 47 injured. The perpetrators, Zionist Jews, members of Menachem Begin's Irgun terrorist network. Ils se sont émancipés de la tutelle anglaise et ils ont poussé leurs pions après la partition de 1948 uniquement par des actions terroristes systématiques. Des avions survolent le navire, des avions israéliens. Cette photo a été prise par un marin du Liberty. L'équipage est convaincu que les Israéliens, leurs alliés, les ont identifiés. Mais le Liberty est bombardé. Des avions anonymes lancent une série d'attaques avec des mitrailleuses, des missiles et même des bombes au napalm. Cette photo a été prise lors de l'assaut. Des vedettes rapides israéliennes se dirigent alors vers le Liberty et tirent 5 torpilles. Cette photo montre leur attaque. Le bâtiment est gravement endommagé. Par miracle, il ne coule pas. Les torpilleurs israéliens ont visé les canaux de sauvetage mis à la mer, en violation des lois de la guerre. Cet acharnement prouve qu'ils voulaient éliminer tous les hommes d'équipage du Liberty pour que personne ne puisse raconter ce qui s'était passé. Donc, pour boucler la boucle, effectivement, comme le dit Bernard-Henri Lévy, Daesh, c'est bon pour Israël, ça éloigne les jeunes des banlieues de l'islam authentique, de la cause palestinienne, et ça ramène les Français qui, par leur culture et leur sensibilité helléno-chrétienne, faite de raison et de charité, se rendent bien compte qu'Israël est un pays d'extrême droite. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Un pays, comment dirais-je, raciste, racial, théologique et violent. Et ça ramène par le terrorisme de Daesh les Français, je dirais, vers la sympathie, par le choix du moins pire, vers une forme de sympathie pour Israël. Exactement comme les attentats du Bataclan avaient pour rôle, à mon avis, objectif, en se passant là et non pas au Trocadéro ou à Neuilly, de ramener les bobos pro-palestiniens dans le camp du sionisme, effectivement, puisque il a été très maladroit pour les cerveaux de Daesh. On fera des braquages à Damas, Inch'Allah. Allahu Akbar! Il a été très maladroit pour les cerveaux de Daesh de choisir la jeunesse pro-palestinienne de Bastille comme cible d'attentats terroristes islamiques, alors que si je vous fais une carte, comment dirais-je, de la France et de la région parisienne où il y a une très grande présence sioniste, etc., ils auraient pu choisir le Trocadéro et le 17e, Auteuil, Passy, Neuilly. Voilà, je fermerai le commentaire là-dessus. من الكفرة شربت الخمرة والمنكر لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى وسوف نحرر العراق من العراقيين بإذن الله قادمون يا قدس قادمون يا فلسطين وسنحرر سيراليون من أكلة القردة وسنحرر زحفا نحو القدس زحفا زحفا وسنحرر واشنطن من بيتها الأبيض والنصر حليفنا بإذن الله أبو جندل هل نسينا شيئا؟ إسرائيل Mon analyse, moi, c'est qu'on voit que Sarkozy a été la fin de l'UMP et du gaullisme. D'ailleurs, il vient de changer le nom du parti en républicain. Hollande est la fin du Parti socialiste. On le voit avec l'émergence de Macron
et même l'émergence de Montebourg. Au Montbeuvray, Arnaud Montebourg fait son retour politique et médiatique. L'ancien ministre a un premier message, son ancrage à gauche. Façon de se démarquer du ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron. Façon aussi de s'opposer à François Hollande avec une formule qui rappelle le moi président du candidat de 2012. Et en fait, Marine Le Pen, ce n'est pas le renouveau du Front National, c'est la fin du Front National. D'un côté, Marine Le Pen, de l'autre, Jean-Marie Le Pen. En ce 1er mai, la fille et le père rendent hommage à Jeanne d'Arc, mais pas au même endroit. 2 places différentes dans Paris, nouvelle illustration d'un psychodrame familial et de la division du Front National. La présidente du Front National sera battue au 2e tour et peut-être même au 1er. Avec elle sera liquidé le Front National, qui changera de nom, qui d'ailleurs la poussera à la démission, et qui ralliera, et qui sera la fin de cette spécificité du Front National, qui avait à la fois une aile droite et une aile gauche, y compris sur la question du rapport capital-travail, mais aussi sur la question du pro-sionisme ou de l'antisionisme. Et finalement, le Front National, d'après Marine, deviendra un parti populiste typiquement européen, c'est-à-dire populiste et pro-sioniste, qui sera la fin du Front National, en réalité. Et ça pourra s'appeler d'ailleurs les Patriotes et être un parti sur une ligne zémourienne, c'est-à-dire libéral au niveau économique et sioniste sur le plan géopolitique et anti-musulman. Et donc Marine Le Pen est bien pour moi, comme Sarkozy est la fin de l'UMP et du gaullisme, comme Hollande est la fin du Parti socialiste, Marine Le Pen en fait c'est la fin du Front National. On n'a pas vu venir Macron, je le dis franchement. Au début, on a vu un espèce de gamin qui partait à l'aventure, on a tous ricané. Parce que c'est notre projet! Et on n'a pas vu une chose très importante, c'est que Macron, c'est d'abord un casting avec derrière un système ultra puissant. C'est l'État profond américain, c'est tous les réseaux mondialistes, c'est les réseaux d'argent. Première étape, la commission Attali. 40 personnalités de la politique et des affaires, chargées de proposer un panel de réformes. Macron est nommé rapporteur, il n'a pas encore 30 ans. Moi, j'ai tout de suite vu quelqu'un qui était vraiment très exceptionnel. Une capacité de séduction aussi très exceptionnelle. 2 ans plus tard, c'est dans le monde de la finance qu'Emmanuel Macron va faire une entrée fulgurante. Le jeune homme pressé devient à 32 ans associé gérant de la banque Rothschild, le nec plus ultra de la banque d'affaires. Cette opération Macron, c'est aussi la destruction de Fillon simultanée, avec sa diabolisation, ce qui n'est pas rien. Ça fait 2 mois et demi qu'on m'empêche de faire ma campagne. Et j'ai toutes les indications qui me permettront, le moment venu, de poursuivre ceux qui ont fait ça. Parce qu'il ne faut pas croire que je vais lâcher les accusations que j'ai lancées contre ceux qui ont déclenché cette opération. C'est-à-dire que vous pensez toujours qu'un cabinet noir est à l'origine de vos envies? J'ai les dates, les jours, les personnes qui ont communiqué les documents, etc. C'est aussi, à mon avis, la tricherie au premier tour pour l'imposer comme premier du premier tour, parce que la logique, c'était que quiconque était face à Marine au 2e tour serait élu. Tous le savaient, Fillon, Mélenchon, ils en rêvaient tous, et le système savait qu'il ne pourrait pas empêcher Marine d'être au 2e tour. Deuxième chose, les sondages qui ont été fournis, notamment à BFM TV pendant toute la campagne, sont des sondages BVA. BVA, c'est un institut de sondage fondé 1 an et demi avant l'élection présidentielle par Bernard Sananès, ancien d'Euro-RSCG, et qui vient pas du tout du monde des sondages. Donc là, on a des sondages qui sont matraqués. Et je m'empresse d'ajouter que un des fils de Brigitte, donc qui est le beau-fils d'Emmanuel Macron, et vice-senior président de Kantar TNS Sofres, qui est le principal institut de sondage. Et on a un lapsus du responsable du pôle politique, il me semble de la Sofres, quelques jours avant la présidentielle, qui dit oui, on a monté le candidat Macron. Il y a 3 ans, personne ne le connaissait. Là, on a installé progressivement l'idée, ou s'est installé progressivement l'idée plus exactement, qu'il pouvait être au 2e tour et éventuellement le vainqueur de la présidentielle. Donc il y a vraiment eu une opération de matraquage des sondages pour que le résultat ne paraisse absolument pas suspect. Donc le système, à mon avis, a volé l'élection au premier tour pour imposer Macron premier, alors qu'à mon avis, il n'était que 4e. Et dès lors qu'il était au 2e tour, il avait gagné. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron.
Et en votant Emmanuel Macron, on défend la démocratie. C'est quand même pas la première fois que je vais avoir à faire un geste dont je suis pas fier au deuxième tour d'une élection, mais je serai un opposant ferme à Emmanuel Macron dès le 8 mai au matin. On voit bien qu'il y a non seulement tout le système mondialiste derrière Macron, énormément de moyens, mais en plus, je dirais, de la tricherie. Et évidemment, l'élection est entachée d'innombrables irrégularités, 500 000 cartes d'électeurs envoyées en double, 250 000 électeurs radiés en 2017, ce qui représente 28% en plus que sur l'exercice précédent. Enfin, un faisceau d'éléments qui font que des élections se seraient déroulées comme ça dans un autre pays, on aurait envoyé des observateurs de l'ONU. On est vraiment face à quelque chose qui ressemble à un coup d'État en douceur. Et il ne faut pas oublier que ce coup d'État était nécessaire parce que la France avait tendance de plus en plus par sa résistance à la nuisance mondialiste incarnée notamment par l'Union européenne, avait tendance de plus en plus à aller vers le souverainisme. Et si par exemple Fillon avait été élu, parce que normalement c'est Fillon qui devait battre Marine au deuxième tour, on aurait eu un rapprochement fatal de la bourgeoisie, on va dire, de la bourgeoisie française catholique, et effectivement de cette extrême droite adoucie qui était le parti de Marine Le Pen. Dans un territoire où ce vote FN est ancré depuis de nombreuses années, le programme de François Fillon pourrait séduire. Ce sont un peu les mêmes thèmes quand même, sur certains points. Sur quel point par exemple? Sur le point sécurité, famille, valeurs traditionnelles. Sa position sur l'immigration, sur la famille. Et on aurait eu peut-être effectivement cette union des droites qui se serait mise à régner sur quelque chose d'un peu plus souverainiste, d'assez pro-Poutine. François Fillon et Vladimir Poutine se connaissent bien. Ils se sont souvent rencontrés. Depuis que l'un et l'autre étaient Premier ministre, ils se tutoient et s'apprécient mutuellement. Je pense réellement qu'il y a eu, à travers Macron, une espèce de coup d'État des forces mondialistes sur la France pour empêcher à tout prix que la France bascule, on va dire, dans un antimondialisme relatif dont ne voulait absolument pas l'Empire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'enjeu aussi, c'est que la France, c'est une voix au Conseil de sécurité, et que si on additionne Russie, Chine plus France, ça fait 3. On bloque toutes les guerres impériales auxquelles même un Trump est en train de se soumettre en ce moment. Ce soir, j'ai ordonné une frappe militaire visant la base aérienne syrienne, d'où l'attaque chimique a été lancée. Il ne peut y avoir de doute sur le fait que la Syrie a utilisé des armes chimiques interdites, violant la Convention sur les armes chimiques et ignorant les consignes du Conseil de sécurité de l'ONU. Je suis pour dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que je pense que l'afflux de travailleurs immigrés qui avait dans les années 60-70 correspondait à une France qui se redéployait les 30 glorieuses et un besoin de travailleurs, etc. Après, il y a eu cette chose étrange qui s'est appelée le regroupement familial, alors qu'on était déjà dans le premier choc pétrolier, c'est-à-dire qu'on était déjà en régression, en récession. Donc là, à mon avis, c'est pas un projet patronal, le regroupement familial. Il y a des gens qui veulent, comme les Zemmouriens, qui disent toujours oui, c'est le patronat qui a voulu l'immigration. Non, le patronat a voulu l'immigration sonacotra, c'est-à-dire des travailleurs seuls qui venaient travailler en France, qu'envoyaient leur pécule dans les pays d'origine. C'est pour ça que les pays d'origine acceptaient ça, parce que ça faisait des transferts de capitaux. Et comme l'Algérie, les généraux avaient renoncé au développement économique, sinon il fallait qu'elle renonce au pouvoir politique et que le confie à des ingénieurs et à des technogestionnaires, eh ben, en ne développant pas l'Algérie, on laissait toute l'Algérie être gérée par les Français, ça s'appelle le pétrole, ça s'appelle Total et tout ça. Et en même temps, on faisait venir des tas de travailleurs en France parce qu'ils renvoyaient leur argent au pays d'origine. C'est une stratégie qui a été catastrophique de la part des pays d'origine. Vous pensez qu'elle est nécessaire? Bien sûr, il y a évidemment en France trop de Français d'origine étrangère qui ne se sentent pas français, que les Français ne se sentent pas comme Français, ça crée des conflits, et je pense qu'il faudra à un moment donné mettre une politique de remigration, mais ce que j'appellerais un co-développement positif, c'est-à-dire qu'il y a des tas de Français qui sont Français d'origine algérienne, marocain, tunisien, enfin de ce qu'on appelle la francophonie, en fait, c'est-à-dire l'axe sud, et qui auraient intérêt à retourner dans leur pays d'origine, et même à ce qu'on les aide pour, à la limite, redéployer des relations même économiques. Il y aurait quelque chose de gagnant-gagnant dans une remigration positive. Moi, ce que je refuse absolument, parce que ça n'a aucun sens, c'est la remigration déclarative par la menace. Vous voyez, ça ne peut donner que le refus. Et en plus, on n'a pas les moyens d'imposer la remigration. La France judéo-maçonnique ne laissera jamais le peuple de souche
faire la remigration. Il leur demandera juste de faire la ratonnade. C'est ça. C'est les gens qui disent oui, peut-être que Marine Le Pen, la LDJ l'a laissé défiler à cette récupération du CRIF. Ils lui donneront peut-être la présidence de la République. Ils ont absolument. Est-ce qu'ils ont donné le pouvoir à Milosevic en Yougoslavie? Non, ils l'ont laissé faire le méchant avec la Grande Serbie, et puis après ils l'ont envoyé au TPI, au tribunal pénal de La Haye, comme l'avait bien annoncé Bernard-Henri Lévy, et là ils l'ont fait crever sans lui donner ses médicaments parce qu'il allait parler, vous voyez. Donc moi je suis pour la remigration, mais une remigration concertée, voulue et dans l'intérêt de tous. Il y a des tas de Français d'origine immigrée qui seraient bien plus heureux de devenir la nouvelle bourgeoisie marocaine, algérienne, etc. On aurait intérêt même à faire des écoles, à envoyer des professeurs français, des ingénieurs, pour aider à la limite l'Algérie à se développer, car l'Algérie est un pays qui ne produit rien, il faut pas oublier, hein, rien. Et quand il n'y aura plus la manne pétrolière et gazière, ils vont retomber dans la guerre civile et au Moyen-Âge. Hein. Je suis pour la remigration, bien sûr, mais une remigration intelligente, consentie, volontaire. Or, la remigration dont parlent les identitaires, ou même Renaud Camus, qui est quand même un homosexuel trouillard, antisémite, soumis à Finkielkraut. Et ça, j'ai horreur des gens qui se payent l'arabe parce qu'ils n'ont pas les couilles de se payer le juif, parce que c'est quand même ça, la dégueulasserie de toute cette extrême droite identitaire française, c'est qu'en fait, ils savent très bien ce qui coûte trop cher et ce qui coûte pas cher, hein, l'air de rien. Hein, et eux, ils vous parlent de grand remplacement. Alors déjà, je dirais grand remplacement, Renaud Camus, si tu veux pas qu'il y ait un grand remplacement en France, t'arrêtes de te faire enculer, tu fais des gosses. Hein, je veux dire, ah oui. Si tu veux pas que si tu te plains que les mosquées soient pleines, tu pourrais aussi remarquer que les églises sont vides. Et les musulmans nous empêchent pas d'aller à l'église, que je sache. Hein, voilà. Il y a tout le problème de la remigration, c'est que ça a été pris en main par des manipulateurs. C'est comme toujours, c'est par des salopards qui en font quelque chose qui amène à la guerre civile et à la violence interethnique. Voilà, c'est ça. Donc tous ces concepts sont souillés par nos dominants. Hein, pour que ce soit des concepts donc pas opératoires, et du coup il nous reste que quoi? Eh ben que l'impuissance, la dépression, la nostalgie même peut-être. Moi aussi je suis nostalgique de la France des années 60, mais je veux dire la nostalgie n'est pas une politique, hein, comme dit Marx, l'histoire ne repasse jamais les plats, hein, voilà. Donc je suis pour la remigration, je l'ai souvent dit d'ailleurs, et pour moi elle doit se théoriser, se penser de manière sérieuse, mais on empêche une fois de plus que ce soit fait de manière sérieuse. C'est toujours fait de manière violente, provocatrice et haineuse pour produire chez celui à qui elle s'adresse, ou à qui elle pourrait s'adresser, une réaction de refus. Parce que quand vous dites à quelqu'un « je vais te virer à coups de pompe dans le cul », il dit pas « bien, je suis pressé de partir ». Il dit « non, je reste ». Alors que peut-être que son intérêt, c'était peut-être de rentrer dans le pays d'origine, voilà. Et ça, effectivement, c'est un chantier qu'il faudrait construire vers une remigration nécessaire et intelligente et dans l'intérêt de tous. Et ça pourrait être fait par un Français d'origine maghrébine, un mec qui a bac plus 5 et qui est pas forcément un Suisse qui travaille pour les Anglais, qui venait d'Égypte et qui aujourd'hui est en Florimérogis comme pointeur. Là aussi, il faut réfléchir pourquoi le système choisit toujours des représentants qu'il tient et qu'il peut faire tomber dès qu'il ne lui sert plus à rien. Hein, ça, c'est un autre sujet. Pour conclure positivement, il faudrait qu'un Français d'origine maghrébine écrive un bouquin sur la remigration. Voilà.